Bismillahirrahmanirrahim. Par le nom d'Allah clément, miséricordieux, Madame, Mademoiselle, Monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés, j'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi durant cette quatrième partie notre thématique autour de mon essai de réflexion concernant le livre que j'ai intitulé « Tout le monde peut tuer, question de circonstance » ou « Les signes prémonitoires d'une radicalité ». À travers cet ouvrage, je ne peux te donner que deux choses de ma part. Mon expérience sur 25 ans de pratique psychospirituelle et plus près de 25 000 consultations à mon actif, et un peu de connaissances afin de t'apporter quelques éclairages sur les différents symptômes que l'on peut rencontrer dans la société au quotidien. Nous avons étudié dans un premier temps les signes prémonitoires, précurseurs, avant-coureurs d'une radicalité qui prévient un acte terroriste. Puis nous avons étudié ensuite les signes d'une dépression grave et émotionnelle de la femme suicidaire. Et aujourd'hui, je te présente d'étudier ensemble les signes d'une radicalité d'une femme addicte à la boisson et à l'alcool. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube pour une école citoyenne, pédagogique, associative et participative, ta première cyberécole en ligne intitulée Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Cycle d'études naturellement adressé aux adolescents du lycée et plus particulièrement à celles et ceux qui sont en classe terminale, ainsi qu'aux étudiantes et étudiants et à toutes celles et ceux capables de suivre une réflexion sur les sujets de société. Chapitre suivant. Un cauchemar est souvent d'apparence réelle et monstrueux. Un cauchemar est souvent réel et monstrueux. La question est de savoir qu'est-ce qui vous torture. Les marteaux ne cognent plus contre vos tempes maintenant. Ceci étant, vous n'arrivez pas à dormir. Vous avez une peur panique de ce que vous allez voir si vous fermez les yeux. Votre mari, sa maîtresse, votre mariage qui est détruit. Vous n'avez pas le courage de dialoguer avec votre mari, d'entendre ses fausses justifications, ses fausses explications, de vous savoir manipuler à nouveau. Vous ne pouvez pas l'affronter car vous avez peur de ne pouvoir vous contenir si vous le voyez. Votre déception vous a poussé au désespoir. Votre amour-propre est froissé. Vous avez perdu la confiance en votre mari. Ses promesses ne sont pas tenues. Tromperie, infidélité, tricherie. Vous avez longtemps cru en ses paroles. Mais aujourd'hui, vous avez vu de vos propres yeux et ses serments et promesses ne signifient rien du tout pour vous. Il a brisé votre idéal, il vous a rendu une autre que celle que vous auriez aimé être. Cela est pire encore que si le monde s'écroulait sur vous, parce que votre mari représentait le centre de votre univers. Vous avez bu suffisamment pour que tout ce que vous avez vu sorte de votre mémoire. La patiente est alcoolique, type 2. Elle commence à perdre la mémoire quand elle boit. Elle est incapable de se souvenir de ce qu'elle a fait ou dit la veille. Toutefois, elle n'est pas colérique. Elle vit et se réfugie dans un monde imaginaire. Sa fragilité lui impose des rechutes. La patiente n'est pas en capacité d'interdire, voire de dicter une conduite ou même un choix à son partenaire. Son trait de caractère lui commande de vivre dans un monde imaginaire où tout doit être parfait. Un monde virtuel, coupé de la réalité, de la complexité de notre vie, des maux de notre société. Une sorte de monde fictif pour se protéger. La partie saine à préserver est sans nul doute la mémoire. Protéger sa mémoire de l'effet panique causé par le réveil. La patiente est certes dépressive, son refuge est la consommation de substances, à défaut de trouver une vraie compagnie sûre et forte à travers un mari avenant et prévenant, ou bien un ami disponible et confiant. La patiente est sujette à des pratiques masochistes qu'elle s'applique à elle-même.
Elle ne se contente pas de détruire sa vie une première fois avec son premier mariage, mais il a fallu qu'elle recommence, et avec le même en plus. Son état est démoralisant. Parfois, la maîtresse d'un homme est une autre femme, et parfois, la maîtresse d'un autre homme se cache dans le pouvoir ou l'acquisition de celui-ci. Ainsi, l'homme peut avoir différentes maîtresses. Pour les uns, c'est du réchauffé, pour les autres, c'est une nouvelle sensation. En effet, l'homme infidèle recherche une nouvelle conquête, tandis que l'homme assoiffé de pouvoir et de domination vit de nouvelles sensations. Il recherche de nouvelles émotions. Pour l'un, c'est se donner l'impression d'être au paradis. Pour l'autre, c'est se prendre simplement pour Dieu Tout-Puissant. Dans les deux cas, ils sont tous deux en quête de jouissance, et c'est plus fort qu'eux. La richesse, la respectabilité sont des facteurs qui poussent à la consommation de drogues et d'alcool. Ils nourrissent le sentiment de puissance. La patiente est incapable de penser à quoi que ce soit pour le moment. Elle est un être sensible. Auprès d'un mari insensible, la patiente est dépendante aux boissons, c'est vrai, mais elle n'est pas suicidaire ni colérique. Elle ne pique pas de coups de sang. Dans la culture musulmane et la tradition coranique, comme dans d'autres cultures à travers le monde, et c'est le cas par exemple dans les traditions bibliques ou évangéliques, l'homme marié a droit à plusieurs femmes et sous certaines conditions. Elles sont ses coépouses. C'est souvent le cas dans les sociétés africaines ou dans certains États d'Amérique du Nord. C'est un sujet encore tabou en Occident, mais qui existe et qui est bien présent dans les foyers de certains musulmans et chrétiens en France et en Europe. On retrouve ces pratiques également dans nos sociétés occidentales, chez certains couples libéraux-libertaires, mais dans une certaine mesure. Je ne parlerai pas ici de l'organisation de la vie maritale, ni conjugale, ni même encore des difficultés en termes de gestion du portefeuille et de l'aménagement de son agenda et de son temps, à répartir entre chacune. Et moins encore sur le partage des tâches et sur les droits et devoirs des époux qui s'aventurent dans ce choix de vie. Et j'en sais quelque chose. Non, toutefois, ce qui nous intéresse dans cette petite démonstration, ce sont les comportements des uns et des autres. Ceux de l'homme tricheur et infidèle et ceux de l'homme honnête et fidèle. Dans les deux configurations, quand bien même le mari tire avantage de certaines prérogatives que lui attribue la religion monothéiste, et en dépit de ses obligations à l'égard de toutes ces femmes qu'il doit entretenir, force est de constater que l'amour seul qu'il recherche ne suffit pas. La pérennité du couple, c'est-à-dire la longévité, l'existence du couple, reste menacée. La soif de pouvoir et de domination qui anime ces deux catégories d'hommes est encore plus forte. Le désir d'aimer et d'être aimé ne règle manifestement pas tout. La mesure de l'amour est d'aimer sans mesure ni retour. La sollicitude et la surprotection des uns et des autres ne permettront pas de rétablir le moral de la patiente qui souffre de trahison sentimentale. Cette forme d'amabilité se montre rapidement contre-productive face au désarroi qui est plus grand. Le préjudice subi est terrible. Son mari tente de se justifier en lui disant qu'il s'agit d'une grande méprise de sa part, qu'il a commis un énorme écart de conduite. Son épouse lui reproche d'avoir gâché sa vie, détruit tout ce qu'il touche et surtout sa vie. Démoralisée, elle lui demande quand même de lui servir à boire pour essayer d'oublier tous ses malheurs, tous ses déboires. Dans sa mélancolie, son docteur lui prescrit un sédatif. Son mari est certes insensible, égoïste et insouciant, type 2. Cela lui est bien égal de se montrer blessant ou conciliant car il n'en mesure pas les conséquences. Il ne réfléchit pas assez et il n'a pas conscience du mal qui se cache dans sa conduite. Il ne peut que voir les dégâts causés par son absence de prise de conscience. La question qui se pose ici est de savoir comment la patiente va s'en sortir. La réponse nécessite 3 catégories, 3 exigences. D'abord, savoir ce qu'elle doit éviter, puis définir ce qu'elle doit gagner, et enfin donner un sens à son existence. Et ceci est impératif pour l'efficacité du traitement et son résultat. La patiente réussira sa thérapie lorsqu'elle arrivera à se libérer de son mari sur le plan émotionnel. Essentiellement sur le plan émotionnel car elle a été torturée. Ceci constitue ce qu'elle doit éviter, c'est-à-dire la rechute.
Tandis que ce qu'elle doit gagner se trouve sur le plan de la positivité. Elle le trouvera chez son enfant, si elle en a un, à condition qu'elle arrive à le rendre fort sur le plan émotionnel, et non pas faible et fragile sur le plan émotif. Enfin, la seule manière de s'arrêter de boire est de trouver un but qui prenne plus d'importance à ses yeux que le besoin d'alcool. C'est une histoire d'affect. Tu peux essayer d'oublier certains souvenirs de ta vie, mais tu ne peux effacer complètement ta mémoire. Lorsque les tiroirs de ta mémoire s'entr'ouvrent, la dépression fait son retour. Je te remercie pour ton écoute. Je te prie de réécouter cet extrait, cette séquence et les signes prémonitoires d'une femme alcoolique. Et je te dis à très bientôt. Tu peux partager, échanger, diffuser, voire même t'abonner. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.